L'édito du journal, c'est comme tous les lundis avec le directeur de l'information du groupe Dash Media, Patrick Christian Ndoboa. Et justement, ce lundi, on va s'intéresser à la présidentielle 2025 et la question du profil pour le président à élire ce soir. Donc, nous abordons une question capitale pour l'avenir de notre nation, la question du profil en débat du président de la République du Cameroun. Bonsoir, monsieur le directeur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Ramel, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est une question lancinante, effectivement, présente dans les débats, qu'ils soient à découvert ou de façon sous-jacente. C'est une question qui d'ailleurs s'impose parce que nous sommes à quelques mois d'un important rendez-vous électoral pour la nation, en l'occurrence le scrutin présidentiel, qui va donc définir celui qui tiendra les rênes du pays pour les 7 prochaines années. Alors, dans cet exercice, la récente sortie de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a mis en lumière l'importance justement des qualités morales et éthiques du président à élire lors du prochain scrutin qui arrive à grands pas. Ce sera dans quelques mois. Alors, comment et pourquoi ces considérations morales s'inscrivent-elles aujourd'hui dans le débat public sur le type de leadership appelé à diriger le Cameroun face à ces défis sociopolitiques majeurs, notamment la crise anglophone et particulièrement l'insécurité? Écoutez, lorsque la conférence épiscopale nationale du Cameroun s'est prononcée sur la question, il y a environ 2 mois, cela fait comme une levée de, peut-être pas de bouclier, mais une résonance énorme au sein de la communauté nationale. Parce qu'il faut le dire, il s'agit quand même d'une communauté religieuse les plus importantes au Cameroun. La conférence épiscopale nationale donnait ainsi à ce débat lancinant, présent, parfois sur l'espace médiatique dans les chaumières, une voix institutionnelle forte. Donc cette question retrouvait donc une forte aspiration de certains citoyens dans leur débat au quotidien pour une gouvernance que les évêques ont voulu, entre guillemets, ou appellent, entre guillemets, à être davantage vertueuse avec des considérations. Leur appel met en avant le besoin de l'intégrité, la justice, l'écho, le refus de la corruption. En réalité, cette sortie des évêques a comme une forte résonance parce qu'elle pointe aussi, il faut le reconnaître, des mots profonds, M-A-U-X, des mots profonds de notre société, qui sont donc des leviers sur lesquels il faudra s'appuyer pour tenter de donner une nouvelle image, une nouvelle source d'inspiration à l'option de gouvernance dans nos pays. Au-delà, face à des défis sociopolitiques comme la crise anglophone, vous venez de le dire, et l'insécurité dans certaines parties du pays, notamment à l'extrême nord, le profil idéal du président de la République attendu au soir ou au lendemain de cette élection présidentielle qui est annoncée devrait avant tout être le profil d'un unificateur. Et d'ailleurs, on montrait quelques images du Premier ministre tout à l'heure. Nous avons eu la chance de vivre cette descente du Premier ministre comme nous avions vécu sa première après sa nomination il y a quelques années comme Premier ministre. Cela nous a permis de voir à travers cette descente du Premier ministre une véritable envie de nos concitoyens, notamment ceux qui sont dans ces parties du pays, le sud-ouest, Boya et quelques localités environnantes, de voir que nos compatriotes ont en effet soif d'être unis, mais de se sentir davantage écoutés, impliqués dans la question des décisions qui concernent leur quotidien. Oui, le profil du président attendu devait être le profil de celui qui peut transcender les clivages, les désagréments, nés parfois de quelques frustrations, pour être, en fin de compte, celui qui apporte l'art du dialogue, ou davantage l'art du dialogue. Il devra donc être dans ce profil-là un maître du dialogue pour la réconciliation et la négociation. Ce profil-là doit mettre en avant un président de la République garant ferme de l'état de droit et de la sécurité des citoyens. Donc, tout ça pris ensemble peut retrouver donc les éléments vertueux que les évêques et notamment la conférence épiscopale nationale a mis en avant pour parler d'éthique, d'unité, qui seront donc les fondements du leadership attendu à la tête de l'État au lendemain de cette présidentielle. Alors justement, monsieur le directeur, au-delà de ces considérations morales, éthiques et socio-politiques, quelles sont les compétences et surtout la vision économique indispensable pour tout potentiel candidat à la magistrature suprême? Alors lorsqu'on a fini de parler des questions éthiques, vertueuses, de l'unité, il va sans dire que tout cela est beau, est bien,
mais que ce serait davantage mieux de se sentir avec ses atouts d'éthique dans une espèce de prospérité, mais une prospérité inclusive qui arrive à toucher le maximum possible et pourquoi pas tous les compatriotes. Et c'est en cela que le profil du prochain président de la République, lorsqu'on lit les débats, les aspirations, devrait être celui d'un dirigeant qui a une vision économique claire pour son pays, pour conduire son pays vers cette prospérité espérée. Parce qu'en effet, le Cameroun, malgré tous ses atouts, on a beau le chanter depuis des décennies, fait quand même face à d'importants défis économiques. Et vous faites bien de souligner cet aspect économique parce que parmi ces nombreux défis, il est important, même si cela n'est pas exclusif au Cameroun, de noter que l'une, je veux dire, des catégories les plus importantes de la population, les jeunes, font face à un chômage qui n'est pas l'exclusivité des jeunes, mais qui touche abondamment les jeunes. Et quand on dit de ces jeunes qui sont le vivier, le fer de lance, il n'est pas bon que cette jeunesse se retrouve amplement dans le chômage. Il y a aussi la question de l'inflation, quelque peu maîtrisée, mais qui n'est pas totalement à l'abri des surprises. Cette inflation-là devra, dans le profil du chef de l'État, être un des maillons les plus essentiels de sa démarche économique. La nécessité, bien évidemment, de diversifier nos sources de revenus, parce que au-delà du volet minier, au-delà de l'exploitation de nos richesses, des ressources de notre sous-sol, il est important de bâtir la prospérité durable sur un certain nombre de revenus qui sont traçables, qui sont mieux gérés et qui peuvent permettre de façon inclusive à tout le monde de se sentir concerné. Donc, le pays a besoin d'un véritable stratège du développement durable. Le président à élire devra donc avoir, au-delà de cette vision claire pour la gestion de notre économie, il devra être un facilitateur pour l'investissement à travers la création ou la capacité à faire valoir un environnement économique un peu plus rassurant, pas incertain, où vous n'avez pas connaissance de ce que la justice peut vous faire ou ne peut pas être capable de vous rendre en termes de justice dans des conflits. Et donc, il faudra donc, au-delà de cette stratégie robuste, innovante, que nous arrivions à toucher aussi le volet numérique qui aujourd'hui est l'avenir dans la capacité des économies à se métamorphoser. Nous sommes un maillon agricole, nous tirons beaucoup de nos richesses dans la culture de la terre, mais il est important d'industrialiser cette agriculture. Donc l'agriculture devra désormais être un maillon important aussi de notre capacité à industrialiser ce secteur. Donc, il faut comprendre que au-delà de tous ces atouts économiques qu'il va falloir mettre en branle ou davantage dynamiser, il faut libérer aussi le potentiel entrepreneurial de cette jeunesse qu'on a présentée comme étant le vivier. Tout cela rassemblé, le numérique, l'exploitation industrielle de notre agriculture, des sillons pour combattre l'inflation, pour davantage se diriger vers une économie de développement durable, sont autant d'éléments qu'il faudra placer dans le portrait attendu du président de la République à élire. Mais justement, au-delà du débat public houleux et parfois divergent sur le profil du candidat voulu, les potentiels candidats à la prochaine échéance électorale qui arrive à grands pas, selon vous, quels sont les dénominateurs communs aujourd'hui qui semblent mettre tout le monde d'accord? Écoutez, le débat est parfois houleux, ça c'est clair. Mais si vous faites une synthèse, et nous le dirons, une synthèse non exhaustive de certains grands débats, de certaines déclarations, et même de quelques discours qu'on peut voir ça et là, de certaines personnalités de la société civile, et même des membres de l'ordre gouvernant, de l'opposition, il est clair que tout le monde veut vouloir présenter sa stratégie ou son intention comme étant une stratégie qui tend à apporter la prospérité, à rectifier le tir. Mais en gros, s'il faut être de manière assez focalisée sur les objectifs de ce profil, il se dégage comme une envie de rupture avec des habitudes de gouvernance qui quelque peu ont entaché la volonté ou l'idéal qui semble souvent être mis en avant dans les options de gouvernance. En cela, il y a une lutte voulue implacable contre la corruption. Ça, c'est indéniable. Tout le monde parle de la corruption comme étant une des gangrènes les plus dangereuses de toute option de gouvernance. Au-delà de cette lutte contre la corruption, il y a la transparence voulue dans la gestion de la chose publique et de la cité. Une implication un peu plus profonde des populations, des collectivités territoriales décentralisées. On parlait d'ailleurs de ces journées des collectivités territoriales décentralisées actuellement en cours à Yaoundé.
une plus grande importance quand on sait que le pays a choisi depuis la Constitution de 1996 de s'orienter vers l'État unitaire décentralisé. Et avec donc une grande résonance de cette volonté des populations à se sentir beaucoup plus pris dans l'intégration des décisions qui les concernent. En juste titre, ces populations attendent évidemment qu'on ait comme une espèce de renouvellement de la classe politique pris dans son ensemble. Parce que cela participe aussi d'une volonté de voir peut-être les choses être faites différemment. Parce que les conflits entre ces populations, l'élite, ou alors les conflits de génération, sont aussi quelque chose qui revient dans ce débat. Au-delà des questions de justice sociale, d'éthique, il faut se dire que le chantier, en somme, voudrait voir un peu plus de redevabilité de la part des dirigeants face aux populations. Le Camerounais moyen souhaite un État qui le sert et non qui sert quelques individus. Un État qui le sert, un président de la République qui incarne, certes, le vivre ensemble, qui est partagé dans le discours public, mais qui agit pour le bien de tous et qui fait en sorte que les opportunités soient accessibles à tous, pas à une certaine catégorie et peut-être pas seulement à une certaine élite. Ça, c'est ce qu'on pourrait dresser de ce portrait, mais en fin de compte, il faut se dire que la décision revient aux Camerounais, revient aux électeurs. On parlait tout à l'heure de ceux qui doivent encore aller s'inscrire sur les listes électorales, parce que nous pouvons dresser un portrait, mais ce n'est pas à nous de décider qui sera aux affaires. C'est les unes qui vont parler, c'est les Camerounais qui vont parler, à condition que ces Camerounais se soient mis en règle avec le processus électoral qui demande à ce que chaque Camerounais puisse exprimer sa voix à travers un bulletin de vote, et que finalement aussi ceux qui organisent ce processus lui donnent davantage de légitimité au-delà de la légalité qui entoure le processus. Très bien, présidentielle 2025, quel profil pour le président à élire? C'était l'édito de ce lundi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel édito. Ce sera avec le même plaisir.